Merci Monsieur Ben Brahim Andalousi pour votre intervention. Les moments forts de l'intervention de Monsieur Ben Brahim Andalousi, la finalité de l'aéronautique selon lui, c'est un homme de cœur, c'est l'humain et la technologie. L'avenir de l'aéronautique se passera aussi avec les jeunes. Et je pense aussi que Monsieur Philippe Malaval dira la même chose. C'est-à-dire qu'il y a toujours la place pour les grands groupes, mais on parle de plus en plus de start-up aussi, de la nécessité de start-up dans l'aéronautique. Ça aussi, l'audience pourra également le dire. J'aurais quelques questions, bien évidemment. Monsieur Ben Brahim Andalousi a parlé des contraintes de l'industrie aéronautique. Et parmi les contraintes qu'on peut relever, et là encore, vous pourrez me le confirmer, Monsieur Malaval, dans le transport aérien, il y a globalement une augmentation des prix du carburant et une augmentation de la pression environnementale, alors que la plus forte contrainte de l'industrie aéronautique, c'est que c'est une industrie à long cycle d'introduction de nouvelles technologies. Donc comment faire ça? D'autre part, pour le transport aérien, il y a un ensemble de marchés protégés qui vont vers une forte concurrence, et vous connaissez aussi bien que moi les low cost. Mais de l'autre côté, pour l'industrie aéronautique, c'est une structure de marché composée globalement de 3 à 4 acteurs, mais on parle de plus de duopoles à l'international. Donc comment faire en sorte d'allier les deux, ces enjeux-là et ces contraintes-là? Alors, je passe la parole sans plus attendre à Monsieur Philippe Malaval. J'aurai des questions à la fin. Bien évidemment, pourquoi Thales n'est toujours pas au Maroc? Pourquoi ce grand acteur international n'est toujours pas au Maroc? Ou peut-être, pourquoi pas dans quelques années? Comment faire en sorte d'attirer la sympathie de Thales pour le Maroc, comme on l'a fait pour le groupe Safran? Également, cette question sur les statistiques et les chiffres aussi de l'aéronautique qui font débat. Il est vrai que j'ai cité au départ, selon des sources presse, bien évidemment, selon les sources aussi auxquelles j'ai pu avoir accès, 90 opérateurs ou plus de 90 opérateurs et plus de 8000 salariés au Maroc. Comment faire en sorte d'avoir cette fiabilité de l'information pour le grand public et pas seulement pour le secteur B2B de l'aéronautique, parce que nous aussi, on aimerait être précis dans les statistiques liées à l'aéronautique. Évidemment, Monsieur Philippe Malaval, professeur, chercheur à Toulouse Business School, auteur de plusieurs livres, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, auteur de plusieurs ouvrages sur le marketing B2B et le marketing aéronautique. Merci, Monsieur Malaval, d'être avec nous ce soir. Bonsoir, écoutez, je suis très content d'être parmi vous parce que le Maroc est mon second pays. Cela fait 28 ans que je viens régulièrement pour différentes raisons, parfois pour du conseil, parfois pour de l'enseignement, et c'est toujours un plaisir. Et puis c'est toujours, là c'est vraiment gênant d'intervenir après la personnalité de Hamid, parce que vous avez parlé de l'humain, et je me trouve vraiment ridicule, donc je crois que je vais faire une présentation assez simple. Je ne vais pas présenter tout ce que j'avais prévu sur les tendances du marché, l'importance de la filière, parce qu'en fait ce qui vous intéresse c'est finalement comprendre quel avenir le Maroc peut jouer dans ce secteur et comment ce secteur peut contribuer à un meilleur décollage encore de votre pays. C'est vrai que vous avez la chance d'être très proche de chez nous. Vous le sentez pas, parce que le Maroc, autant vous nous aimez, la France, et autant on s'entend très bien, mais pas en matière d'aviation. On va pas revenir sur l'historique. Vous êtes beaucoup plus, entre guillemets, pro-Boeing et beaucoup plus proche des équipementiers et systémiers américains dans le passé. Nous avons l'exception avec le franco-américain, enfin SNECMA qui est français, mais la branche qui fait les moteurs pour les avions civils, c'est une co-entreprise à 50-50. Mais sinon, voilà, vous n'êtes pas conscient suffisamment de la puissance et de la faiblesse. Alors, la puissance en produits des entreprises d'origine française, en aéronautique, en spatial et en propulsion, parce qu'en fusée aujourd'hui, Ariane Espace, c'est 67% de part de marché mondiale. Donc c'est pas rien. Voilà. Alors souvent c'est plus seul, Airbus c'est franco-allemand à égalité, un peu espagnol. Pour d'autres trucs c'est avec les Britanniques, Thales notamment. Et voilà. Donc essayez de, même si on n'emploie pas le mot délocalisation, la grosse chance que vous avez c'est que nous avons des moteurs considérables à Toulouse. C'est tellement gros aujourd'hui, c'est tellement puissant, Airbus, que tous les Américains sont obligés d'être à Toulouse. Parce qu'ils ne peuvent pas se contenter de livrer Boeing, je veux dire les équipementiers d'origine américaine, pardon. Et donc ils se sont installés, tenez, des écrans, il y a 2 entreprises qui dominent, c'est le japonais Panasonic et en deuxième Thales, pour les écrans in-flight, entertainment, donc sur les sièges d'avion. Eh bien, le siège mondial de Panasonic,
pour la branche avion, il est à Toulouse. Vous voyez, donc ça, vous pouvez vraiment en profiter parce que de par nos réseaux et notre proximité, comme nous vieillissons, nous sommes engraissés, vous le savez, je ne vais pas faire de politique, mais nous sommes trop chers, on a beaucoup de trop, profitez-en, il y a une opportunité, une fenêtre de tir pour vous qui est fantastique. Alors ensuite, si d'autres pays qui sont directement concurrents de vous font les imbéciles pour des raisons X et Y, tant mieux. Donc aujourd'hui, vous pouvez être sans problème, vous êtes déjà le hub au moins pour l'Afrique. Vous avez deux risques majeurs, c'est un auquel vous ne pouvez rien, c'est la Chine. Et quand même, je vous invite, ceux d'entre vous qui avaient des ambitions en matière aéronautique, à vraiment vous renseigner, parce que là aussi, on a tous du mal, tellement qu'ils vont vite, on a du mal à savoir où ils en sont. Ils ont du retard sur les services, mais ils vont très très vite. Et voilà, enfin, vraiment c'est un message d'optimisme. Et j'oublie une idée, pardon, là, puisque j'essaie d'improviser ça, mais si on est bon en produit, pardon, nous sommes mauvais, nous, les Français, historiquement, nous étions mauvais en service. On essaie de se corriger un petit peu, mais on est mauvais. Et les Américains sont bons et les Anglais, les Britanniques sont excellents. Alors, pomper, si je puis dire, essayez de capter sur les sociétés. Et là, on vous aidera encore plus. Parce que si au lieu de dire qu'on va chercher à délocaliser du Zodiac, du Thales, des sociétés d'origine française, on tape davantage sur des sociétés qui sont là où on est faible, vous comprenez que les synergies seront beaucoup plus positives et il y aura moins de risques. On en reparlera dans vos questions. Et puis la notion de petite entreprise, il ne faut pas non plus être omnubilé par les grands comptes, même bien sûr c'est spectaculaire qu'à un moment donné il y a 1000 créations d'emplois. Malheureusement le royaume marocain n'a pas la taille des très grands pays qui peuvent faire un chantage aujourd'hui à Airbus par exemple en disant ok on vous achète des centaines d'avions mais alors on veut tout de suite 4000 emplois et en gros on ouvre tout de suite 4000 emplois. Voilà. Mais là il n'y a que 2-3 pays au monde qui peuvent se permettre ça de par leur population, leur taux de croissance et leurs besoins en avion. Alors écoutez, je me tais. Par contre du coup j'ai pas mon ordinateur, donc on appuie où? Là. Donc quelques chiffres. Alors oui, je vous prie de m'excuser, mais une particularité de... Je suis francophone et j'adore la langue et ma culture, mais l'aéronautique est quand même... si vous n'êtes pas bon, faites des progrès tous, parce qu'on a quand même beaucoup plus de succès quand on parle en anglais. Et donc je vois que c'est pas mal de slides. Alors j'ai des slides personnels, d'autres sont directement... Je me suis permis de vous les montrer. Je ne veux pas tout remettre ensuite à l'écrit, mais certaines sont tirées directement d'intervenants d'Airbus, ou d'autres sociétés. Oui, je ne vous ai pas dit, mais dans l'école, je m'occupe, donc à TBS en particulier, de tout ce qui est marketing pour l'Aerospace MBA. Et à ce titre, j'interviens dans les écoles d'ingénieurs, ensuite, donc l'ENAC. Ah oui, tout ça, ça peut vous donner des idées. Je ne vois pas pourquoi l'ENAC n'aurait pas une antenne ici, qui serait pour toute l'Afrique. C'est des idées, mais ENAC, c'est l'aviation civile. Super-héros, construction d'aéronefs, le mot du départ. Donc voilà, donc je suis assez divers sur... Pardon. Ah, non, si j'avais pu avoir mon engin, quand même, ça fait... Non, ça, on ne peut pas le mettre là. Tu préfères Mathieu? Non, attends, avant, après, c'est ici. Je te le Ah non, mais avant, il y a... remets-le-moi. Oui, donc quelques chiffres clés. D'abord, j'étais surpris. Merci. Voilà. D'accord. Donc, chiffre clé, 58 millions d'emplois dans le monde. Ça, c'est en comptant les aéroports. Il ne faut pas être focalisé sur les constructeurs d'avions, toutes les pièces détachées, les compagnies aériennes. 51 millions de tonnes de cargo. C'est considérable. Et l'aéronautique est un monde magique. Vous voulez un exemple de concentration extrême, nous l'avons là. Le transport aérien en volume, par rapport au cargo, au bateau, au train, à tout, c'est rien. En fait, c'est même pas 1%. Vous entendez, c'est 0,9, la dernière estimation. 0,9% du transport des marchandises. En valeur, c'est 38%. Parce que ce que l'on va transporter en avion, c'est que c'est risqué, c'est que c'est urgent, c'est qu'il y a des raisons qui font qu'on choisit l'avion et pas le bateau, ou pas le train, ou pas le camion. Ça veut dire que vous captez, vous voyez la valeur qu'il y a entre 1% et 38% en chiffre d'affaires. Ça mérite réflexion, parce que ça, on pourrait retrouver ce type de ratio tout au long de la filière aéronautique. 3,3 milliards de passagers, je crois que ça c'est les chiffres de 2013, les derniers connus, donc c'est quasiment la moitié de la population de la planète, enfin l'équivalent, donc on a un potentiel absolument énorme. 2200 milliards
pardon, $2. Ça, c'est l'économie globale. Ça mettrait l'aviation, je crois, au 17e rang des pays, si on disait que l'aviation est un pays. Bon, ça vaut ce que ça vaut. En termes de... alors sur cette période 2010-2030, simplement que tout le monde comprenne les mots, donc en tout on a entre 25 et 30 000 livraisons prévues. Vous voyez PAX, c'est-à-dire pour passagers, 25 000 avions passagers, un petit millier d'avions cargo. Les avions cargo, là aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est toute une activité spécifique et vous avez certainement des choses à jouer là-dedans parce que c'est des séries petites, c'est pas les mêmes fabricants, c'est pas les mêmes sous-traitants qui peuvent intervenir sur plein de pièces qui sont dans un avion cargo. Recycler, cela veut dire passagers, moderniser de nouveau en avion passager, parce que les compagnies aériennes n'ont pas les mêmes exigences sur le plan financier. 2100 convertissent avions passagers qui, eux, deviennent cargo. Et vous voyez, 9000 retraits, avec un gros problème aujourd'hui. Pour l'instant, les États-Unis sont très mauvais. Airbus avait promis, et c'est très long à démarrer, une activité de recyclage des avions civils. Sur Tarbes, nous avons une unité, mais c'est très... Mais quand même, rentrez-le dans votre scope de réflexion, parce que autour de la récupération des métaux, il y a certainement des activités à développer sur le recyclage des avions. Là, nous avons, je vois qu'une petite erreur sur le chiffre du milieu. Pourtant, c'est Airbus, comme quoi tout le monde... 7%, c'est le Golfe. Et 3%, c'est l'Afrique. Donc vous retenez surtout 33 comme chiffre principal évidemment de potentiel d'absorption d'avions que représente aujourd'hui l'Asie. Et donc vous voyez que cela relativise l'Amérique du Nord, 23, et l'Europe, 23. On va revenir différemment. Alors pour moi, il y a 3 changements qualitatifs qui ont fortement marqué le secteur aéronautique récemment. C'est les low cost. Donc vous avez la vôtre, c'est Blue Jet, la low cost de marocaine. JetBlue, pardon. Atlas Blue. Elle a été absorbée, ok. Alors, les grosses, pour l'instant, sont focalisées plutôt sur du court et du moyen courrier, mais on commence déjà à les voir arriver sur les longs courriers. Vous voyez, je n'ai même pas à trafiquer mes slides, vous pouvez voir qui les a fait. Donc ici, c'est ATR, qui est un acteur que... Alors si vous avez au moins 5 ATR actuellement dans la flotte de Royal Air Maroc, j'ai pu vérifier tout à l'heure, mais donc ATR, c'est une entreprise qui renaît de ses cendres parce que le snobisme, j'allais dire la bêtise, faisait que les hélices, ça faisait vieux, ringard, donc personne n'en voulait. Au passage, ça fait quand même une économie de l'ordre de 30%. Là, je parle sous le contrôle de l'entreprise par rapport aux réacteurs classiques. Donc aujourd'hui, c'est un marché, ils ont plus de 1000 avions en carnet de commandes, donc ça va très bien. Donc c'est eux qui ont produit ce slide. Simplement, là, c'est pour vous montrer que si nous nous situons aujourd'hui autour de 2010 à 27% pour les low cost, on les imagine, les prévisions, 40% du marché total à l'horizon 2020, donc on y est bientôt. Et évidemment, c'est principalement au détriment des grosses compagnies, sachant que les régionales, il y a une démocratisation mondiale de l'avion qui se voit aussi en termes région. Donc, premier changement, les low cost. Deuxième changement, c'est pas très sexy, alors je vais aller d'abord sur ce slide, c'est le leasing. Voilà, alors vous savez que ça existe, mais peut-être que vous ne connaissez pas la taille. C'est monstrueux. Les sociétés de leasing aujourd'hui représentent environ un tiers du marché total, avec un pouvoir de force, un rapport de force considérable, capable de faire plier Airbus et Boeing sur les prix. Et donc ça a créé une anomalie. Alors je ne vais pas les citer parce que ce n'est pas des entreprises très connues. Les plus gros sont jusqu'à présent nord-américains, et c'est les plus gros clients d'Airbus, au passage. Alors qu'ils sont nord-américains, ILFEC et GECAS, qui est d'ailleurs une filiale de General Electric. Les plus jeunes, les plus récents, c'est chinois. Donc les Chinois se positionnent déjà aussi sur le leasing d'avions. C'est très important parce que finalement nous avons un changement de risque. La compagnie aérienne ne s'occupe plus que du risque d'exploitation. Et la partie risque financier est assurée par le leasing. Contrairement à la logique, on pense à l'habitude que quand on achète en direct, c'est moins cher que quand on passe par un intermédiaire. Avec le leasing, non. Parce que quand une compagnie aérienne de taille moyenne peut acheter 20-30 avions, eux, ils achètent 250 avions. Donc en faisant une offre et un chantage pour 250 avions, ils obtiennent des avionneurs des prix beaucoup plus bas, même en prenant leur marge,
qui est considérable, ils arrivent à proposer des prix meilleurs que ce que les constructeurs directement pourraient proposer. Donc je voulais le signaler, parce que quand je dis 30% de part de marché monde, en fait, si on se focalisait, je vois cette allée, sur les avions jusqu'à 180 passagers, donc dit monocouloir, je crois que l'an dernier, ça a frôlé les 50%. C'est-à-dire que 50% des achats ont été achetés par ces très grosses sociétés qui ont jusqu'à 1400, 1500 avions et qui les replacent compagnie aérienne par compagnie aérienne. Donc des fois sur du long terme, des fois sur du court terme, parce que pour le pèlerinage ou pour la saison de ski, il y a un besoin supplémentaire de 3-4 appareils sur telle partie du monde, et donc il y a des appareils qui sont en location avec des durées très, très variables. Troisième gros changement, alors qui est ancien bien sûr, mais maintenant il est devenu quasiment officiel, c'est les compensations et les offsets. Depuis le troc simple, le troc pondéré, petit à petit les pays disent vous voulez nous vendre des avions, ok, mais alors il faut nous acheter et il faut nous faire travailler chez nous. Donc simplement que vous sachiez que la concurrence est dure, et c'est pour cela que vous voyez par exemple la ligne de production ici d'Airbus à Tianjin, puis les Chinois travaillent tellement vite et tellement bien que l'accord il a été signé il n'y a pas longtemps, il y a 9 ans je crois, ils devaient faire 2 avions par mois. Et ça fait déjà 18 mois qu'ils sont passés sur 4 avions par mois. Donc chaque année, il y a 48 Airbus 320 qui sortent de la chaîne. Donc pour le marché chinois, transfert de technologie, je pense qu'on pourra peut-être en parler avec les questions, mais c'est évidemment, ça fait partie de ces contraintes qu'il faut prendre en compte. Écoutez, je pense que je voulais simplement dire que, sauf la Russie qui s'en sort mal en ce moment, dans l'aéronautique reste quand même très bipolaire et très basée sur les États-Unis et l'Europe principalement. Et donc, il est clair qu'il faudrait que vous diversifiez au maximum vos sources de partenariat avec des sociétés d'origine américaine, japonaise, quand c'est... Les Japonais, depuis la guerre, ne font plus d'avions. Mais ils participent beaucoup à Boeing, Mitsubishi en particulier. Donc on est étonné quand on voit comment ils sont puissants dans l'automobile et faibles dans l'aéronautique. C'est pour des raisons politiques. En gros, ils ont été punis à un moment donné. Et donc aujourd'hui, ils fabriquent les ailes des 777, ils fabriquent des tas de choses pour Boeing. Il y a une très grosse ancienneté, une relation ancienne. Alors, le facteur, celui qui va casser le duopole, aujourd'hui, c'est sûr, je crois que ça... Je ne sais pas si on va être d'accord avec l'industriel, c'est le chinois. Donc aujourd'hui, c'est eux les plus avancés. Au dernier salon de Shanghai, ils ont présenté quand même 3 avions nouveaux la même semaine, 3, dont un est connu par nous depuis très longtemps, puisque c'est la copie du 320. Donc vous le voyez ici, c'est le 919. Et ils ont quand même déjà, je crois, 600 exemplaires en carnet de commande, principalement chinois, mais donc ça va se décoincer, et c'est eux qui vont mettre un coup de pied dans peut-être l'équilibre qui s'est un peu installé autour quand même des 2 géants, même s'il y a Embraer, il y a Bombardier et d'autres acteurs. Dassault, les avions d'affaires, puis tous les fabricants de petits avions, à ne pas négliger, parce que dans ce secteur-là, rien qu'avions d'affaires, les valeurs sont telles que même si on n'intervient que sur 5 appareils par an, vous avez de quoi nourrir un gros paquet d'entreprises. C'est vraiment... Vous devez lire les légendes qui apparaissent régulièrement sur des avions complètement transformés pour des sultans, pour des milliardaires, et qui finissent à 3-4 fois récemment, 4 fois le prix catalogue. Alors oui, si vous vendez une société de leasing, on doit être à moins de 30% du prix tarif, en gros. Si vous faites un avion sur mesure, on peut être à 3-4 fois le prix tarif. Alors, dans la chaîne, nous avons donc des grosses entreprises, parmi lesquelles donc Safran, parmi lesquelles de nouveau Safran, Messier, Bugatti, Thales. Alors Thales, on en parlait, n'est pas installé encore effectivement au Maroc, mais Thales est très très puissant, et beaucoup, ils sont très anglo-saxons, c'est français, mais ils sont très anglo-saxons de culture, et en fait aux États-Unis, beaucoup croient que c'est américain. Et en Angleterre, ils croient que c'est anglais. Donc c'est très bien, c'est une très bonne intégration. En tout cas, c'est un groupe qui est présent sur l'aéronautique, sur le spatial, sur la défense et la sécurité. Presque tous les aéroports aujourd'hui ont des équipements de Thales. Donc c'est très très gros acteurs. Rolls, Michelin. L'avion du futur, on en reparlera si vous voulez, mais il y a de nombreuses pistes avec des moteurs électriques au sol. Donc je suis tout à fait d'accord, le fuel ne va pas être remplacé de sitôt. Mais en revanche,
avec des systèmes de batterie. En gros, on va tout faire pour que le maximum d'électricité soit chargé au sol, pour que pendant le vol, on ait ainsi une économie sur la source fuel. Donc on en reparlera si vous voulez. Alors, quelques macros. Cette courbe nous montre, en fonction du PNB, ici en X, là c'est les pays les plus riches, là les plus pauvres, le nombre de voyages par an. Vous voyez que la moyenne monde serait, selon ce schéma, seulement 0,4, hein, c'est la tache rose. Alors, suivant les années, vous voyez que ça, dans les prévisions à 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça va monter. Je vais peut-être passer. Le message, c'est qu'en gros, de plus en plus de pays ont accès à l'aviation. ATR confirme les prévisions. Et en fait, donc je vous passe à la partie macroéconomique. Si on veut, voilà, sur certains chiffres, la partie aviation, donc dans 20 ans, on est sur 32 000 avions. Ça donc traduit un quasi-doublement de la flotte. Un rythme qui, en dépit des crises, reste autour de 5% de taux de croissance. Vous voyez au passage, je les ai évoqués tout à l'heure, les turboprops. Donc turboprops, c'est des avions à hélice, hein, pour les vols régionaux de moins de 1000 km. On est à 3300 exemplaires. Je vous laisse voir. 4000, c'est des regional jets, c'est principalement Embraer et Bombardier qui sont dessus, donc canadiens et brésiliens. 19 000, là on retrouve et 4000, on retrouve nos deux acteurs principaux. Oui, ça je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai trouvé original. Aujourd'hui, c'est quand même impressionnant de se dire que 92% du trafic long courrier, alors attention, ça c'est que le long courrier, il ne vient que de 37 villes. Qui sont les 37 ballons rouges que vous voyez sur cette carte. Et ça, c'est aujourd'hui. Et regardez, dans 30 ans, ce qui est prévu, c'est 82. Alors, là, excusez-moi, il faut que je vous redonne la définition des super grandes villes. Et là, elles sont définies par plus de 10 000 voyageurs long courrier par jour. Voilà, je remets à l'envers parce que ça vaut le coup de voir la différence quand même. Donc, des villes qui sont capables, leur aéroport, d'assurer 10 000 passagers par jour que en long courrier, en ne prenant pas le court courrier. Aujourd'hui, il y a 37 villes. Et donc là, c'est l'horizon 2030, 82 villes. Donc, ça permet de voir comment le monde aujourd'hui est réparti. On n'y peut rien. Les uns vieillissent et les autres grandissent énormément. Et cette carte aussi qui me semble impressionnante, parce qu'on parle de la Chine, alors des fois on se dit, mais enfin on exagère, je vous laisse voir, 82 nouveaux aéroports en 2016, et l'information qui me tue, c'est la deuxième, c'est que d'ici 10 ans, 80% de la population chinoise sera à moins de 100 km d'un aéroport. Et ça quand même, je vais en Chine, je peux vous le confirmer. L'aéronautique, elle est magique partout, mondialement, mais en Chine, on ne comprend pas. C'est un mariage. Ils adorent à un point que, et à un point que socialement, voilà. Alors les prix sont bas, leurs salaires sont de plus en plus hauts. Bon, c'est quand même pour vous expliquer pourquoi on parle autant de la Chine dans l'aviation. Bon, écoutez, là on revoit le super optimisme, hein. Alors, ce qui fait dire des fois, j'aime pas ces phrases chez Airbus ou même Boeing, des phrases trop optimistes qui disent ils n'ont pas de la chance, les autres ils cherchent du boulot, nous c'est le contraire, notre problème c'est on sait pas produire, on n'arrive pas à produire et pourtant ils augmentent sans arrêt les... Bon, écoutez, pourvu que ça dure, mais c'est pas certain, hein, en raison de tout ce qui... Les concurrents qui arrivent, et puis on ne sait jamais en cas de catastrophe, de guerre ou autre. Mais pour l'instant, c'est vrai que tout est à l'optimisme, et voilà, tous les tableaux le confirment. Donc je pense que vous êtes très bien placé pour en profiter. On va peut-être passer sur les... Oui, mais ça c'est intéressant aussi de voir comment les entreprises comme Airbus ont un recul énorme, donc elles arrivent à distinguer des choses importantes. En rouge, vous avez nous, en gros, les pays riches, c'est-à-dire l'Europe et l'Amérique du Nord principalement, et en bleu, vous avez les pays émergents. Vous voyez que quand il y a une crise, elle touche tout le monde, 2009, mais quand même, vous voyez que dorénavant, il y a un écart important, et que les pays émergents sont très clairement avec des taux de croissance très supérieurs, ce qui est à prendre en compte, évidemment, à la fois en tant que fournisseur, à la fois si on cherche des jobs, je veux dire du travail, du business.
La classe moyenne. Ah, ça aussi, c'est quand même une réflexion intéressante. C'est plus les riches. Il y a 30 ans, c'était, entre guillemets, les riches qui prenaient l'avion. En tout cas, des gens aisés, très aisés. Voilà. Là, aujourd'hui, ce qui nourrit très clairement, c'est la classe moyenne. Donc là, ce schéma isole la classe moyenne, mais en la représentant par grand continent. Donc vous voyez que si on part 2011, 2011, la première colonne, 2021, la deuxième colonne, 2031, la troisième colonne. Voilà. Donc ça, c'est la classe moyenne mondialement. Qu'est-ce qui arrive pour l'Europe et la Russie? C'est le bleu qui est là. Donc vous voyez que globalement, en millions de personnes, c'est une baisse relative, une stabilisation. Amérique du Nord, c'est le vert clair, avec c'est finalement la classe moyenne américaine, elle descend aussi d'un point de vue démographique. Et donc c'est principalement Asie-Pacifique qui nourrit l'essentiel de la croissance. Donc cette très très forte classe moyenne. La Chine a été, et les pays autour, plus capables que l'Afrique, par exemple, il faut le dire, et que l'Amérique du Sud, plus capables de développer une classe moyenne rapidement. Et le miracle chinois, il est là aujourd'hui. Autre chose, quand on analyse les marchés par compagnie aérienne, en bleu, donc vous avez aujourd'hui, en bleu foncé, c'est la situation aujourd'hui, et en bleu clair, c'est ce qu'on prévoit pour 2030. Donc, si on prend les unités sont un dénominateur commun qui permet de mettre tous les vols à égalité. Ben, vous voyez que l'Asie-Pacifique, pour l'instant, est à égalité quasiment avec les deux autres business, avec l'Europe et l'Amérique du Nord, aujourd'hui. Ces trois marchés sont à égalité. Vous voyez, 2030, comment Asie-Pacifique est très largement premier devant l'Europe, devant l'Amérique du Nord. Moyen-Orient, avec le pari du hub, ça c'est une grosse question pour vous, de Doha à Abu Dhabi, comment vous allez pouvoir tirer votre épingle du jeu du Golfe. Donc Asie-Pacifique en tant que compagnie aérienne, quand on regarde les statistiques, cette fois en termes de marché plus précis, bien, pour l'instant le plus gros, c'est celui qui est là, c'est États-Unis domestique. Domestique, ça veut dire les vols intérieurs, à l'intérieur du pays. Donc pour l'instant, c'est le plus gros marché quand on les isole. Vous voyez ce qui va arriver. C'est l'intérieur Chine qui passe premier à horizon 2030. Tourisme, ça aussi, ça nous a fait de la peine, les Français, mais bon, vous lisez le classement des 20 premières destinations touristiques en 2013. Alors ça, c'est par ville. Alors après, quand même, Cocorico, on passe premier parce qu'on a aussi la Côte d'Azur, on a aussi les Alpes. Donc si on compte par pays, on est toujours premier. Mais par ville, vous lisez Bangkok, Londres. Les 8 villes en rouge sont en Asie. Non, simplement, je vous le signale. Vous traduisez, 8 des 20 premières destinations mondiales sont en Asie-Pacifique, explication, la Chine. De même que vous, aujourd'hui, vous avez, mais le royaume est trop petit pour que ce soit un avion, un tourisme intérieur qui se développe, bien, je sais, régulièrement. Bon, ben, c'est pareil en Chine, sauf que c'est sur le nombre d'habitants qu'ils sont. Donc, une bonne partie des visiteurs de ces villes-là sont, en fait, des Chinois. Bon, écoutez, là, c'est... Bon. Alors, donc le turboprop, si vous avez des questions, mon message, c'est que les turbopropulseurs sont très adaptés à beaucoup de marchés et que peut-être il y a des partenariats à développer avec cette entreprise qui est 50% Airbus, pour mémoire, excusez-moi, et 52% italien, le groupe Finmeccanica. Le cargo, beaucoup de choses, si vous avez des questions sur les tendances cargo, sont énormes, que la technologie, voilà, et ça nous rend optimistes. Je discutais dans l'avion avec des jeunes Marocains, ingénieurs. Vous avez d'excellents ingénieurs. Et peut-être que la solution, elle est là. C'est-à-dire de travailler autour de l'innovation, qui est le moteur principal du secteur aéronautique. Si j'avais eu plus de temps, la technologie, elle doit être déroulée selon beaucoup d'axes. 3. Il y a l'axe des constructeurs d'avions. C'est-à-dire qu'ils travaillent eux-mêmes sur la technologie pour eux-mêmes. C'est-à-dire pour produire mieux, pour produire moins cher, pour la commonalité. Tout le monde sait ce que c'est. C'est le pourcentage de pièces communes entre les différents appareils d'un constructeur. Et ça, c'est le point fort d'Airbus.
un des points forts principaux d'Airbus et la grosse bêtise de Boeing. J'ai jamais compris pourquoi ils n'ont pas travaillé sur ce point. Boeing n'est pas bon sur ça. Les avions Boeing sont très bons, en particulier les 2 derniers, mais ils ont quasiment 0 pièce commune avec les autres Boeing. Airbus, un maximum de pièces communes, donc des économies en maintenance, des économies en formation, en nombre de pièces. Donc il y a toute une partie de la technologie qui est tournée sur le constructeur lui-même. Donc ici c'est la colonne de droite. Toute une partie de la technologie qui est dans le sens de la compagnie aérienne, et là bien sûr qu'ils travaillent avec les motoristes en particulier. Et puis ensuite, ce n'est pas un point que je vais développer aujourd'hui, autour du consommateur. Voilà, bon, vous imaginez que, vous voyez, les slides, je ne suis pas libre de vous montrer tout, mais c'est dans les présentations d'Airbus, et je sais que chez Boeing c'est symétrique, c'est systématiquement page à page. Et on compare pourquoi on est mieux de 15 cm, enfin plutôt de 15 pouces sur ces slides. Sans arrêt, le nouveau 350 que vous verrez bientôt, et tout est mieux, les fenêtres sont plus grandes, l'air a le degré d'humidité du degré de la mer, c'est l'heure, hein? Oui, bon, eh bien, voilà. Donc, sur l'économie d'énergie, pour différentes raisons. Donc, l'économie d'énergie, il y a 5/6 expliqué par les moteurs, 1/6 par les nouvelles ailes, d'une part. Mais surtout, je voulais dire que les nouvelles règles d'écologie punissent les compagnies aériennes à des niveaux que vous n'imaginez pas aujourd'hui au Japon. Le Japon, qui est le pays le plus sévère, vous prenez facilement 150 000 € de pénalité par atterrissage si on n'arrive pas à montrer qu'on est dans la fourchette de CO2 qui a été... Donc c'est évidemment une très très grosse piste de travail. Le bruit, émissions carbone, différentes émissions, mais également le bruit, ça c'est en particulier vrai pour les hélicoptères. Voilà. Oui, juste ce slide, parce que peut-être vous n'avez pas réfléchi, sur les avions anciens, depuis 86, le 320, il est leader dans sa catégorie aujourd'hui, on peut faire du nouveau avec l'ancien, et ça c'est grâce à vous. Le Neo, New Engine Option, à l'opposé du Conventional Engine Option, pour le même avion, ça ne fait pas seulement baisser la consommation de carburant. Moi ça c'est ce que j'avais compris tout de suite, mais non, on est bête. Si on est vraiment dans l'aéronautique, ce qu'il faut comprendre, c'est ça. Si vous partez de Dubaï avec le 320 moteur classique, vous ne pouvez arriver que sur la ligne qui est à l'intérieur du cercle bleu là. Est-ce que vous voyez? Et si vous avez le même appareil, enfin pas le même, il est construit quelques années après, mais le gros changement c'est uniquement les nouveaux réacteurs, eh bien on gagne 500 miles nautiques. Et ces 500 miles, c'est justement la largeur du ruban bleu que vous voyez. Bon, vous ne prenez pas les exemples au hasard, Airbus, mais vous voyez que du coup, de Dubaï, même si vous n'avez que le plus petit Airbus, vous arrivez quand même à couvrir Xi'an, Hanoï, Phnom Penh et Kuala Lumpur, pour prendre et Madrid et Dublin depuis Dubaï. Alors qu'avant, il fallait un avion plus cher, plus gros, un Airbus 330, etc. Vous voyez, donc comme les innovations ont des conséquences directes sur les compagnies aériennes. Et en même temps, j'aurais pu expliquer que l'innovation, elle est évident. Le marketing chez Airbus, il comprend que la compagnie aérienne, machin, elle n'est pas contente parce que le 330, il ne permet pas d'aller à Brisbane alors qu'ils ont besoin d'aller à Brisbane. Donc du coup, on cherche à alléger et ça sera peut-être des séries spéciales pour une compagnie avec un prix spécial. Ça aussi, c'est le sur-mesure. Voilà, écoutez, donc après, il y avait la notion de filière, et peut-être ce sera ma conclusion, c'est que dans l'aéronautique, tout le monde est solidaire. Quand les constructeurs vont bien, a priori, les systémiers, les équipementiers et les sous-traitants de rang 2, de rang 3 vont bien, mais il faudra dire aussi l'inverse. C'est parce qu'il y a des systémiers puissants et intelligents qui nous proposent, en l'occurrence, des nouveaux moteurs, des nouveaux matériaux, que les constructeurs sont capables d'avancer et de faire des avions qui... Donc l'allègement du poids, vous l'avez cité, mais il n'y a pas que les composites. Vous avez cité les composites, et sans dévoiler de secret, j'ai appris que non, pour l'instant, il y a une grosse contradiction, une tendance inverse. Sur les nouveaux avions, en tout cas à Toulouse, on est reparti sur des métaux, mais nouveaux, des alliages très compliqués, où là il y aura peut-être des problèmes de ressources mondialement, parce que tous les pays ne sont pas producteurs de ces... Voilà, ce qui est passionnant, je crois que si un point commun que nous avons, c'est que... Mais je vois à vos yeux que vous êtes intéressés, donc merci beaucoup pour votre attention.